un plaisir. Anne Brago, je suis directrice des programmes au Réseau Action Climat, qui est un réseau de 27 ONG nationales et donc qui rassemble des associations de protection de l'environnement, de solidarité internationale, de lutte contre la précarité. Dans ce réseau, eh bien, notre fonction, c'est de faire dialoguer ces différents acteurs pour arriver à s'enrichir les uns les autres et arriver à des positionnements et des priorités en commun. Et notre mode d'action, c'est le plaidoyer. Donc, c'est d'essayer d'avoir des politiques publiques en faveur d'une transition écologique et juste. Ceci à différentes échelles, au niveau territorial, national et également européen et international, avec nos réseaux, nos collègues des réseaux européens et internationaux. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'attendent les citoyens du politique en matière d'écologie. On a vu ces derniers temps pas mal de politiques dire que les Français en avaient marre de l'écologie, etc., etc., et donc amener des reculs en termes de politique environnementale. Et on s'est posé la question, bah, est-ce que c'est vrai que les Français en ont marre? Et on a fait faire un sondage. Et c'est le résultat que je vais vous présenter ce matin. Voilà, je vais d'abord, voilà, on va d'abord regarder est-ce qu'il y a réellement un backlash écologique, quel est le soutien ou pas apporté par les Français aux mesures de transition écologique et comment lutter contre ce fameux mythe du backlash écologique. C'est déjà un petit spoil. Le backlash écologique, alors on l'a vu dans les politiques, il est vraiment là. Donc backlash, ça veut dire en gros une sorte de retour de bâton, c'est le fait que on serait allé trop loin à un moment donné sur l'écologie, et donc il y aurait un retour avec des reculs. On a comptabilisé au niveau du réseau Action Climat pendant tout le premier semestre 2025, il y a eu 43 reculs en termes de politique de transition écologique, que ce soit des coupes budgétaires, par exemple sur la rénovation des logements ou sur le soutien aux véhicules électriques, que ce soit sur les objectifs d'artificialisation des sols, également sur les pesticides. Voilà, dans tous les domaines, malheureusement, il y a eu des reculs. Ça avait commencé quelques mois avant par la crise agricole, qui elle-même était née d'une maladie des bovins avec des problèmes d'indemnisation des éleveurs, qui s'est étendue. Et en fait, la colère des agriculteurs, elle était davantage liée à des questions de revenus et à des questions de concurrence internationale jugées déloyales, plus qu'à des questions écologiques, mais c'est voilà, le surplus de normes écologiques, entre guillemets, qui a été mis en avant à la fois par le syndicat agricole majoritaire et à la fois par le gouvernement à l'époque, Gabriel Attal. Voilà, une sorte finalement de bouc émissaire qui permettait peut-être de ne pas traiter les autres problèmes qui étaient certainement plus compliqués. Alors voilà, donc on a fait ce sondage avec Ipsos BVA pour connaître la perception des Français sur ces questions. Ce qu'on a vu tout d'abord, c'est que, alors on dit voilà, la préoccupation pour le climat ou pour la transition écologique ou l'écologie baisse. En fait, quand on regarde certaines études, on voit que ça peut baisser sur le climat, mais ça monte exactement au même niveau, cette préoccupation sur les catastrophes naturelles. En fait, on a des sortes de vases communicants, c'est-à-dire que le climat n'est plus quelque chose de lointain qui allait toucher les générations futures ou qui touchait les gens dans les pays du Sud. C'est ici et maintenant. Et on le voit bien, il n'y a pas de climato-scepticisme qui monte en France. Il y a 93% des Français qui constatent qu'il y a bien des événements climatiques extrêmes plus fréquents chez nous. Et vous voyez que c'est très partagé, quel que soit l'électorat. Et parmi ces 93%, il y en a 91% qui l'attribuent au changement climatique et 89% qui sont inquiets. Donc on a une vraie inquiétude sur ce sujet-là qui est clairement indéniable et qui augmente et qui n'est pas du tout en train de baisser. Et ce qui nous a le plus étonné dans ce sondage, c'est ça. C'est que la plupart des Français, donc la majorité, 68%, pensent qu'Emmanuel Macron et ses gouvernements ne sont pas allés assez loin en matière d'écologie. Alors, qui est une majorité, pourquoi pas, mais en fait, c'est la majorité quel que soit l'électorat. C'est ça qui nous a vraiment étonnés, y compris 65% des électeurs du Rassemblement national
et même 55 des électeurs des Républicains. Donc on a vraiment un sentiment que bah, non, en fait, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ne sont pas laissés loin en matière d'écologie et c'est un sentiment très très partagé. Et donc, le corollaire, c'est qu'il y a une attente qui est également très partagée d'une accélération de la transition écologique. Et là, à chaque fois, on essayait de faire des questions qui n'étaient pas trop simpliste, parce que voilà, on peut dire oui, on veut accélérer, mais en même temps, on veut pas payer. Et donc, on avait bien indiqué, même si cela représente un coût supplémentaire, donc voilà, la question intégrait cette partie-là. Et on voit qu'il y a un soutien de tous les électorats, alors qui est certes plus faible pour l'électorat des Républicains ou du Rassemblement national, mais qui reste néanmoins un soutien majoritaire. Donc il y a une vraie attente très clairement partagée dans tous les électorats d'avoir une accélération de la transition écologique. Donc une fois qu'on a dit ça, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut se dire, oui, bon, les gens, ils sont d'accord dans le principe, mais concrètement, quand on veut passer aux mesures, en fait, là, ils freinent. Bah voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, on a testé plusieurs mesures et bah, vous allez voir, sur quasiment toutes les mesures, on a un soutien à plus de 70%. Enfin, c'est très, très, très majoritaire. Les énergies renouvelables, d'abord, parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler de manière très polémique. Il y a des attaques très très fortes du Rassemblement national, en particulier sur l'éolien. C'est pour ça aussi que dans la question, on avait mis entre parenthèses solaire et éolien pour que ça soit vraiment explicite, qu'on ne cache pas ce qu'on voulait dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces énergies-là en termes d'énergie renouvelable, mais en tout cas, on voulait ne pas cacher la question. Et 75% voilà, des Français sont pour un développement des énergies renouvelables sur le territoire national, 65% des électeurs du Rassemblement national, 60% des électeurs des Républicains, alors même qu'effectivement, le Rassemblement national est en guerre directe contre les énergies renouvelables, essaye de déposer des propositions dans différentes lois pour voilà, stopper les renouvelables, et y compris les Républicains avaient déposé récemment dans un projet de loi un amendement pour avoir un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. Donc on voit bien que ces propositions politiques ne sont pas cohérentes avec les attentes de leurs électeurs. Alors évidemment, quoi, c'est ce qui est écrit à gauche. Si on est encore plus spécifique sur les panneaux solaires sur le bâti existant, donc sur le toit des bâtiments, là c'est un plébiscite parce qu'évidemment là, il y a beaucoup moins de questions de nuisance, évidemment. Alors, sur l'artificialisation des sols, il y a un objectif hein, qui est de stopper l'artificialisation des sols et d'arriver à une situation de zéro artificialisation nette. C'est extrêmement important pour préserver des espaces naturels et des surfaces agricoles. Et là aussi, en fait, ça peut être assez étonnant, mais 87% des Français sont favorables à garder cet objectif zéro artificialisation nette. Dans la question, on précisait bien hein, de quoi il s'agissait parce que sinon, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre. Et on voit bien qu'effectivement, tout électorat confondu, il y a vraiment un soutien à la préservation des espaces naturels et à la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc voilà, quand on entend aussi beaucoup d'attaques à ce sujet-là, ça ne correspond pas aux attentes des électeurs. Alors, un peu en corollaire aussi de ce que je disais au début sur les impacts du changement climatique qui sont de plus en plus perçus à côté de chez soi, parce qu'on voit à côté de chez soi, bah, ou chez soi, hein, des canicules, on voit dans son logement, dans son école, on voit les inondations, on voit les tempêtes, on voit les sécheresses dans certaines régions de France. C'est vraiment très concret. Et donc, bah, quand on demande aux Français si ils soutiendraient un soutien plus important de l'État pour les communes, pour qu'elles puissent s'adapter au changement climatique, ça veut dire par exemple rénover les écoles pour que les élèves puissent continuer à faire classe sans qu'il fasse plus de 30 degrés, ou voilà, végétaliser les rues, etc., pour s'adapter à ces canicules. Bah, oui, il y a un soutien très très important y compris dans les électorats comme les républicains, qui sont plutôt pour couper les dépenses publiques. Mais à ce niveau-là, il y a vraiment un soutien pour cette mesure. La rénovation des bâtiments, et en particulier des logements, donc on a demandé, vous savez qu'il y a eu des coupes sur ma prime rénov qui a été stoppée l'été. C'est le dispositif qui permet d'aider les ménages à financer la rénovation énergétique de leur logement. Ça a redémarré là, mais avec un plafond, il n'y aura que 13 000 dossiers d'ici la fin de l'année
absolument insuffisant. Et donc, on a demandé si les Français souhaitaient maintenir ma prime rénov'. Et là aussi, c'est très, très largement partagé parce que les Français voient bien que c'est quelque chose qui permet de réduire la facture de chauffage et de vivre dans un logement plus confortable, hein. Il faut quand même rappeler qu'il y a encore beaucoup de ménages qui se privent simplement de chauffage parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur facture. Donc, c'est extrêmement important. C'est uniquement au sein des Républicains qu'on a un chiffre moins important, mais qui reste néanmoins majoritaire. Les pesticides, là également, alors c'est un sujet qui concerne moins le climat, mais on a voulu poser la question parce que ça avait été beaucoup d'actualité. Et là aussi, les Français sont pour limiter le plus possible l'usage des pesticides. On a bien vu dans tout le débat sur la loi du plomb que l'enjeu de la santé était particulièrement élevé pour les Français. Et vous avez vu le succès de la pétition contre la loi du plomb qui a fait plus de 2 millions de signatures en quelques jours. Sachant que la question posée là aussi, c'était pas juste êtes-vous pour limiter l'usage des pesticides, mais c'était évidemment, même si cela peut compliquer le travail de certains agriculteurs, enfin, on voulait montrer que c'est pas voilà, tout blanc ou tout noir, qu'il y a des impacts, mais clairement, il y a un soutien très très majoritaire de tous les électorats au fait de limiter l'usage des pesticides. On a aussi également voulu voir ce que les Français attendaient des entreprises sur ces sujets-là et on a testé une mesure qui est une mesure qu'on veut développer beaucoup, qu'on a commencé à mettre dans le débat sur le projet de loi de finances et qu'on veut développer davantage l'année prochaine parce qu'on voit tous les rapports parlementaires ou les différents ouvrages ou enquêtes journalistiques qui montrent l'ampleur des soutiens publics aux entreprises. Ce sont des centaines de milliards. Et pour l'instant, la plupart de ces aides ne sont pas conditionnées à des engagements écologiques et sociaux. Donc une entreprise, elle va toucher de l'argent, mais on ne sait pas si elle met en place des politiques écologiques en phase avec la planification écologique que l'État a décidé. De la même manière, il n'y a pas non plus d'engagement sur des enjeux d'emploi, par exemple. Et donc, nous, ce qu'on demandait, c'est est-ce que vous êtes pour conditionner les aides à des engagements en termes d'écologie et d'emploi, par exemple, enfin, d'engagements sociaux. Et là également, soutien unanime et très fort. Et là même très fort, y compris chez les républicains. Donc on voit bien qu'il y a une attente très forte de réguler les entreprises sur ces enjeux-là pour que tous les acteurs fassent leur part et aillent tous dans la même direction. Sur la fiscalité, on a testé plusieurs mesures, dont celle-ci, qui est de savoir si les Français étaient favorables à une augmentation de la fiscalité sur l'aviation, sachant que le transport aérien est très peu taxé par rapport aux autres transports, ce qui est totalement injuste alors qu'il est utilisé majoritairement encore par des personnes plutôt aisées et en proposant d'allouer l'argent qui serait collecté au ferroviaire et donc qui permettrait de diminuer le prix du train. Et si on a effectivement ce type de fiscalité qui s'adresse plutôt à des ménages aisés et qui va financer des solutions, on voit bien qu'on a un soutien qui est également là très très majoritaire, quels que soient les électorats. On a testé d'autres mesures. Alors voilà, pour ça, là, je n'ai pas les beaux visuels, mais je vous les ai mis ici. Donc, on a demandé si les Français étaient favorables à une contribution spécifique des ménages les plus aisés et qui ont une empreinte carbone la plus élevée pour financer la transition écologique. Donc là, il y a cette question quand même aussi du fléchage vers la transition écologique. Et là, il y a évidemment un soutien majoritaire. On a demandé aussi, parce que c'était une des propositions, enfin, c'est des une des dispositions, la loi du plomb qui malheureusement est entrée en vigueur, enfin ou va rentrer en vigueur, elle n'a pas été censurée, mais 59% des Français sont opposés à l'allègement de la réglementation environnementale sur la taille des élevages. C'est ce qui est proposé avec la loi du plomb, c'est qu'on puisse avoir des élevages industriels de encore plus grande taille, avec encore plus d'animaux, sans avoir besoin de passer par des procédures de contrôle environnemental. Et puis, on avait aussi posé cette question qui rejoint un peu la question de la justice sociale, c'est est-ce que vous êtes favorable à un principe d'avoir un tarif progressif de l'électricité, donc moins cher
pour la partie, qui correspond aux besoins indispensables et plus cher pour les autres, besoins. Et là, effectivement, on a aussi, une majorité en faveur de ce tarif progressif de l'électricité qui, par ailleurs, est une mesure qui peut être quand même assez, complexe à mettre en œuvre, hein. Mais en tout cas, on a une attente de ce côté-là. Donc, on le voit, bah, voilà, le backlash écologique, il est présent dans le monde politique, il est présent dans le monde politique en France, il est présent dans le monde politique, à d'autres échelles, hein. Au niveau européen, en ce moment, il y a des batailles, très, très fortes parce que l'extrême droite est plus forte maintenant au sein du Parlement européen et qu'il y a, parfois des alliances entre le PPE, qui est l'équivalent, enfin, c'est là où les LR sont membres du PPE et l'extrême droite pour malheureusement faire des reculs en matière de transition écologique. Et on l'a vu, ce n'est pourtant pas l'attente des Français et des différents électorats. Donc comment faire pour lutter contre ce mythe du backlash écologique? Là, je vous ai mis quelques pistes. En fait, c'est plutôt, j'attends aussi peut-être vos retours ou vos propositions dans le chat. J'ai pas la baguette magique. Nous, ce qu'on a fait en tout cas, c'est d'essayer de montrer cet écart entre ce qu'attendent les Français et ce qui est soutenu par certaines personnalités politiques et certains médias, parce qu'on a quand même aussi certains médias, hein, notamment les médias possédés par Bolloré, qui sont plutôt dans un discours autour de l'écologie punitive, autour de les Français en ont marre, etc., etc., et qui alimente cette impression qu'il y a un backlash, alors qu'il ne représente pas la réalité pour les Français. Donc voilà, on a essayé de faire connaître ça avec ce sondage, qui a été repris pas mal dans les médias, qu'on a diffusé à beaucoup de personnalités politiques aussi, mais voilà, il faut évidemment le faire connaître encore davantage pour pouvoir remettre la transition écologique à sa juste place. Je pense qu'il est également très, très important, ce qu'on a essayé de faire un peu avec ce sondage, mais qu'on essaye de faire de manière globale et ce que le PPV évidemment, contribue à faire, c'est de montrer le lien entre ces questions écologiques et d'autres enjeux. L'ancrage local, territorial, c'est un enjeu crucial pour les Français et il y a évidemment, enfin la question écologique, elle est très territoriale. C'est là où on va avoir des pollutions locales, c'est là où on a des questions d'accès à l'eau, c'est là où on a des questions de mobilité qu'il faut traiter ou de rénovation des bâtiments. Donc c'est très très local et c'est pas des politiques qui viennent d'en haut et qui s'imposent. Il y a des liens aussi avec les enjeux de budget des ménages. On voit bien que si on reste dépendant des énergies fossiles qui sont très très majoritairement importées, bah, malheureusement on est sous la coupe de certains pays et on peut avoir parfois des hausses des prix comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine parce qu'on ne maîtrise pas du tout la manière dont on produit l'énergie. Il y a des liens évidemment avec la santé, voilà, c'est évoqué avec les pesticides, mais c'est le lien, il y a un lien évident avec la qualité de l'air et également avec l'alimentation. On travaille beaucoup sur les questions d'alimentation pour aller vers le moins et mieux de viande, donc une alimentation plus équilibrée, plus végétale, moins de viande ou de produits d'origine animale et consommer plutôt des produits justement animaux locaux, des élevages extensifs euh, voilà, produits de manière plus durable. Et il y a des liens évidemment avec la justice fiscale. Les Français ne sont pas forcément contre l'impôt, mais il faut lui donner du sens. Il faut que tout le monde contribue à sa juste part et que l'argent soit vraiment fléché vers ce qui est important pour les Français. Ce qui est important aussi, je pense, c'est que de réaffirmer qu'il y a des solutions et de le donner à voir. On a beaucoup entendu ce que je disais, le côté écologie punitive, le côté l'écologie, c'est interdire, c'est taxer. Or non, c'est permettre aux gens de vivre, d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, de renouer aussi des liens sociaux au niveau local. Et donc, ces solutions de rénovation des bâtiments, de mobilité alternative, d'alimentation, de production bio, etc. Il faut vraiment les donner à voir pour montrer que ça existe et qu'elles peuvent être généralisées. Donc c'est des débuts de piste. J'ai pas la baguette magique et bien sûr j'attends aussi vos retours pour avoir des éléments complémentaires parce que je ne doute pas que vous ayez des tas d'idées et le fait de travailler ensemble au sein du PPV permet aussi de partager ces idées. Donc j'arrête ce partage. Et je vais laisser Lisa pour voir avec vous les questions s'il y en a. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Anne. Petite précision, je vois que vous êtes plusieurs à lever la main. Je vous propose de passer par écrit. Il y a déjà pas mal de questions écrites, mais donc celles et ceux qui lèvent la main,
Je vous laisse les rédiger les vôtres, comme ça je les poserai à Anne. Et alors effectivement, il y a déjà pas mal de questions. Peut-être sur le sondage déjà à proprement parler, il y a quelqu'un qui demande si, l'avis des ruraux a été pris en compte de façon équitable, donc j'imagine de manière proportionnée, au niveau des profils des répondants et des Tout répondantes. à fait. C'est un sondage qui a été fait avec enfin, la manière dont sont faits tous les sondages, c'est-à-dire qu'ils prennent, alors je n'ai pas le détail là, mais je crois que c'est 1000 personnes qui sont représentatives de la population française. Donc il y a le même pourcentage de personnes qui vivent en milieu rural que dans la population française. Ça veut pas dire que toutes les régions ont été interrogées, mais normalement, voilà, on retrouve donc on a eu cet équilibre au niveau des électorats, mais aussi sur un équilibre sur le lieu d'habitation. Est-ce que c'est une grande ville, une ville moyenne ou un territoire plus rural? Et sur le sondage, toujours, il y a quelqu'un d'autre qui demande si, vous avez une, vision oracle des électorats européens et si vous savez si, les électorats sont globalement assez alignés sur le sondage présenté ou s'il y a des disparités importantes par pays? Alors, juste pour compléter la question d'avant, aussi, on va faire un autre sondage en janvier ou février prochain qui sera plutôt en amont des municipales. Et là, on va faire avec un échantillon plus large. Et là, on aura non pas, on va pas zoomer par électorat, mais par territoire justement pour bien zoomer sur les territoires ruraux et sur les villes moyennes, parce que on l'a vu sur les élections, bah, c'est une partie, en tout cas, de personnes qui peuvent sentir non écoutées, déclassées, etc. Donc, on veut entendre ce qu'elles ont à dire. Et là, on aura plus d'informations à ce niveau-là. Et du coup, je suis désolée, j'ai oublié ta question Pas de numéro. souci. C'est quelqu'un qui demande, en comparaison aux autres pays Ah oui. européens. Alors, je n'ai pas l'info. Ce que je sais, c'est que ce sondage, donc, on a partagé avec notre réseau européen et plusieurs nous ont dit, waouh, super intéressant. Et ils avaient envie de faire la même chose. Mais je n'ai pas connaissance que ça a été déjà fait par d'autres collègues européens. Entendu, merci. Alors attends, j'arrive, je lis en même temps parce qu'il y a plein de réactions. Il y a plein de gens donc, qui demandent, donc je vous aurai bien le rapport avec toutes les informations. Il y a plein de personnes qui disent que c'est très important, très utile, etc. Toujours dans les filtres, justement, enfin, il y a pas mal d'interrogations sur le poids que pourrait avoir le monde agricole, sur ces idées-là, etc. Mais tu en as un petit peu parlé, j'imagine qu'effectivement, c'est peut-être en lien avec bah, les moments médiatiques un peu clés de l'année qui ont alimenté le backlash, c'est ce que tu dis un peu dans l'introduction. Oui, moi, mon analyse, c'est quand même que c'est beaucoup né avec la crise agricole, en tout cas en France. Dans d'autres pays aussi, on l'a vu aux Pays-Bas, il y a eu aussi une montée d'une colère des éleveurs, voilà, qui a alimenté aussi euh, la montée de l'extrême droite. Mais oui, il y a cette colère agricole. Par contre, très sincèrement, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet qui montrent que la colère agricole n'était pas liée à des contraintes environnementales. Alors après, il peut y avoir des questions de paperasse, mais il ne faut pas confondre des normes environnementales, donc préservation de l'environnement, avec parfois certaines paperasses ou certains contrôles qui peuvent paraître un peu complexes ou lourds. Voilà, donc il faut garder ce cap. Et il n'y a pas forcément, enfin, les agriculteurs sont les premiers en fait impactés par les changements climatiques. Leur culture en souffre, leur bétail en souffre quand il y a des canicules ou des sécheresses. Donc en fait, ils ne sont pas contre des mesures de transition écologique. Et leur problème, voilà, tous les études ont montré, c'est plutôt un problème de revenus, un problème de concurrence qui est jugé déloyale, avec soit des importations qui eux-mêmes n'ont pas eu les mêmes normes environnementales. Et c'est pour ça qu'on demande aussi des clauses miroirs dans les accords avec d'autres pays, dans les accords commerciaux. Mais voilà, ils n'ont pas dit on veut plus d'écologie. En fait, la majorité n'était pas sur ces raisons-là, mais ça a été utilisé par à la fois le pouvoir politique et à la fois la FNSEA pour pouvoir détourner l'attention des vraies préoccupations des agriculteurs. Entendu. Il y a quelqu'un d'autre qui fait remarquer, et je trouve la remarque, enfin intéressante, dans la formulation. Quelqu'un qui dit que les résultats sont un peu étonnants, parce qu'on propose des mesures où l'État fait ou finance et qui demande, si on a une idée, de ce que les personnes seraient prêtes à faire elles-mêmes. Donc je trouve ça intéressant cette distinction État et personne. Voilà, je Ouais. Alors c'est vrai qu'on l'a fait plutôt dans ce sens-là parce que nous, notre métier, c'est le plaidoyer, donc c'est effectivement d'avoir des politiques publiques.
Par ailleurs, l'action individuelle, il y avait eu aussi différentes études, notamment par Carbone 4, qui avaient montré que l'action que chacun peut faire, c'est à peu près 25 de l'effort, avec tous les guillemets, enfin en tout cas des choses à faire pour arriver à la enfin, à la neutralité carbone, en tout cas si on parle de changement climatique, donc à réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc 75%, c'est du collectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même rénover son logement si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les moyens financiers. Pour ceux qui ont les moyens, bah là, il faut des réglementations pour obliger à rénover. Mais par contre, pour les autres, il faut bien sûr des aides fiscales. Et donc, c'est pour ça qu'on a plutôt axé sur les mesures. Il y a des études, notamment de l'ADEME, régulièrement tous les ans. Ils font un panorama dont j'ai oublié le nom, mais qui montre voilà, à la fois les préoccupations des Français sur ces enjeux-là et à la fois leur soutien à certaines mesures. C'est clair que sur certaines mesures individuelles, c'est plus compliqué. Par exemple, réduire, enfin ne plus prendre l'avion, bah, c'est pas quelque chose de consensuel, alors que l'avion a un impact très important. Donc on voit bien que voilà, il y a aussi une difficulté souvent à titre individuel, c'est que les gens perçoivent pas forcément l'ampleur de ce qu'il faut. Enfin, ils vont penser tri des déchets, alors que ça, du point de vue du changement climatique, je vois, c'est utile, hein, mais ça reste quand même assez marginal. Les gestes pour le climat qui ont le plus d'impact, bah, c'est d'arrêter de prendre l'avion et d'avoir une alimentation moins carnée, plus équilibrée, plus végétale, avec des produits plus locaux. Et ça, voilà, c'est pas forcément ce que les gens ont en tête en premier. Donc il y a cette méconnaissance. Et j'avais autre chose, mais que j'ai oublié, donc c'est pas très important, je pense, et ça me Ça va reviendra peut-être. peut-être te revenir. Merci beaucoup. J'alterne les Ah, questions très... juste, Ah, oui, vas-y, vas-y. pardon. Aussi sur les gestes individuels, en fait, la manière dont on pose la question dépend, donne une réponse différente. C'est-à-dire que si on dit est-ce que vous êtes d'accord pour payer plus cher, par exemple, ceci, si il y a d'autres acteurs comme l'État qui est exemplaire ou comme les entreprises, alors les gens sont plus d'accord pour faire un geste. Il y a aussi ça, c'est que ça change beaucoup la réponse si c'est dans une politique cohérence où chacun fait sa part. Si c'est juste moi, je dois faire quelque chose, bon, le soutien à cette proposition est moins fort. Mm. Les gens se sentent peut-être aussi un peu culpabilisés s'ils disent qu'il y a que eux qui doivent faire. Je te dis, j'alterne les questions très précises sur le Mm. sondage et les questions beaucoup plus macro, parce Mm. qu'il y a les deux. Donc là, c'est vraiment plus précis sur le sondage, il y a quelqu'un de la FAGE qui demande si les jeunes ont été davantage favorables à la transition écologique que les autres dans le sondage, ou si pas nécessairement. Alors, je n'ai pas l'information parce que Ipsos, qui a fait le sondage, nous a donné, nous, ce qu'on voulait, c'était le voir par électorat, parce que c'était ce qui nous intéressait à ce stade. Donc, je n'ai pas les infos par âge. J'ai vu différentes études, notamment Parlons Climat. Je ne sais pas si certains connaissent l'organisation qui s'appelle Parlons Climat, qui a fait des études il n'y a pas très longtemps sur les seniors, parce qu'on peut avoir l'idée que les seniors sont moins favorables, ce qui est plutôt un cliché aussi. J'ai vu des études passer sur les jeunes, mais non, dans ce sondage, je n'ai pas l'information. Entendu. Et il y a une autre question sur finalement enfin, cet écart et même ce paradoxe donc entre bah, ce que démontre le sondage, donc à savoir qu'il y a quand même bah, un pourcentage très important de personnes qui regrettent que ça va pas assez vite, enfin, enfin, que la transition n'est pas assez mise en place. Et à côté de ça, on n'a pas l'impression qu'il y a une réaction si importante au fait qu'il y ait quand même très peu de mesures climatiques qui sont prises et même qu'il y a des reculs bah, massifs ces derniers temps. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe-là? Alors, il y a eu quand même une réaction qui a été rapide et forte, c'était sur la pétition sur la loi du plomb, hein. Nous-mêmes, on a été très, très étonnés parce que 2 millions de personnes, il fallait quand même se connecter avec France Connect, etc. C'était pas si simple, donc c'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup plus de personnes qui auraient voulu signer, mais qui l'ont pas fait à cause de ça. Donc il y a vraiment cette envie de faire quelque chose, mais les gens, je pense, ne savent pas comment s'y prendre. Euh, et puis il y a plein d'autres problèmes en fait auxquels ils sont confrontés. Des problèmes de pouvoir d'achat, il y a une inquiétude par rapport au contexte géopolitique, par rapport à la crise politique actuelle. On a l'impression que tout est bloqué, tout va à volo. Donc en fait, il y a comme une sorte de chape de plomb sur tout le monde.
dans un contexte qui est plus général et qui fait que, y compris sur la question du changement climatique, même s'il y a une volonté d'accélérer, bah, les gens vont pas forcément aller dans la rue pour dire, «Il faut absolument accélérer» parce qu'il y a plein d'autres préoccupations malheureusement. Entendu. Il y a des questions, enfin plusieurs questions que je rassemble en une, c'est, donc déjà comment est-ce qu'on fait pour allier, décroissance et modèle, enviable? Et plus généralement, finalement, comment est-ce qu'on le crée ce nouveau récit, pour sortir du ce mythe de l'écologie punitive, tout en atteignant, des objectifs qui peuvent passer par une, évolution finalement de notre modèle de consommation? Alors, en fait, l'écologie punitive, je pense qu'il faut toujours rappeler en face que ce qui est punitif, c'est pas l'écologie, c'est le changement climatique, enfin, ou l'extinction des espèces. On peut parler aussi de perte de biodiversité. C'est ça qui tue, hein, concrètement. On l'a vu encore avec l'ouragan Melissa en Jamaïque. Donc, enfin, il faut quand même avoir en tête que c'est ça qui nous tue beaucoup plus que les politiques de transition écologique. Euh, et du coup, ensuite, effectivement, il y a à donner à voir le monde qu'on souhaite voir. Il y a eu des essais, en fait, hein, pour montrer, notamment l'association Alternativa avait fait, il y a quelques années, un recueil qui montrait un peu la vie qu'on pourrait avoir si on mettait à place la transition écologique. Qui est une vie où, certes, on consomme de manière plus sobre, mais ça ne veut pas dire qu'on vit moins bien. Ça veut dire qu'on a peut-être moins de superflu. Ça veut dire qu'on prend peut-être plus de temps pour voyager. On ne fait pas un week-end à Marrakech, mais quand on part, c'est plusieurs semaines. Ça veut dire qu'on a une alimentation qui est plus équilibrée, avec peut-être moins de publicité qui nous incite aussi à acheter des choses absolument inutiles. Donc c'est un changement qui crée plutôt plus de liens sociaux. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour la plupart des Français. Je ne parle pas des millionnaires ou milliardaires. Mais c'est vrai qu'on a du mal peut-être à le donner à voir. Et donc, effectivement, et il y a aussi d'autres études qui ont montré que euh, pour les Français, en tout cas, cette transition écologique, il leur semble que le contexte mondial et le contexte politique fait que ça a moins de chances de se produire parce qu'il y aura plus de freins que des politiques proposées par exemple par l'extrême droite pour s'attaquer aux immigrés ou autres, où ça ils se disent bah oui ça en fait ça sera on pourra le faire parce qu'il y a voilà, il y a pas, il y a moins de freins d'un système global et donc il faut aussi pouvoir donner à voir que c'est possible en fait, que ça peut se faire et ça je pense que c'est important de le faire au niveau territorial. Il y a beaucoup de collectivités où il y a des choses qui avancent et c'est plus facile de s'engager aussi au niveau très local pour faire voilà, avancer des choses et montrer que ça marche et montrer que ça contribue à un projet global qui vise justement à faire du mieux vivre et qui n'est pas juste. Enfin, et c'est vrai qu'il y a aussi des projets où, du point de vue de l'écologie, on voit beaucoup aussi des réactions contre des choses. Ce qui est évidemment important parce qu'on est obligé de freiner les attaques contre l'écologie, mais c'est important aussi de se mobiliser beaucoup pour donner à voir bah, ce qui fonctionne en fait, pour montrer qu'il y a vraiment un chemin qui est possible. Et justement, dans le fait de montrer à voir, là, il y a plusieurs questions sur, le peut-être, l'écologie à une échelle un peu plus, «humaine» entre guillemets. Donc il y en a qui demandent si, vous avez étudié, peut-être les retours dans les municipalités, écolo justement, où il peut y avoir eu, des évolutions assez importantes ces dernières années. D'autres personnes qui demandent si voilà, si c'est pas la question de l'appropriation de chacun, et chacune avec, finalement des mesures, prises très macro et peut-être, assez éloigné des personnes. On pense notamment à la question des normes. Et il y a quelqu'un d'autre qui interroge aussi à la possibilité de faire cette transition au sein des entreprises et là encore à une échelle peut-être plus humaine et plus visible, mais donc avec un accompagnement dans le monde du travail. Est-ce que c'est des pistes sur lesquelles vous travaillez vous aussi au RAC? Alors, j'ai oublié le premier, excuse-moi, parce que du coup, j'avais pas noté et je C'était, m'attendais pas. bien sûr, c'était, donc en fait, c'est vraiment un ensemble de transitions, plus visibles à l'échelle des personnes. Mm. Donc c'était la question des municipalités Ah oui. écolo, des mesures de manière plus générale peut-être qui touchaient plus les gens et donc en gros il y avait et à l'échelle des mairies et peut-être dans le monde du travail, enfin voilà quelque chose qui parle plus aux personnes.
Alors, on n'a pas étudié spécifiquement les municipalités écolo, alors parce que c'est pas forcément notre rôle en tant qu'association nationale. On a des associations locales qui sont présentes, dans des municipalités et qui font des analyses. Là, il y a eu un cas, par exemple, il y a une association basque qui s'appelle BICI, BIZI, qui, a fait ce bilan des mandatures des différentes communes du Pays basque. Il y en a de mémoire entre 50 et 60, je crois, avec toute couleur politique et qui a pu montrer quel était le bilan par rapport à un pacte qu'ils avaient proposé avec différentes mesures de transition écologique. Donc c'est plutôt au niveau local que ça se fait et je sais qu'il y a d'autres acteurs qui vont le faire ou d'autres associations dans d'autres régions. Nous, on ne l'a pas spécialement fait ici de la région parisienne. Alors après, par contre, on a des retours d'expérience, pas forcément sur des couleurs de municipalité, mais sur des projets de terrain qui sont faits, sur des projets citoyens, par exemple, d'énergie renouvelable, avec une organisation comme Énergie Partagée, qui accompagne ces projets citoyens portés par voilà, des habitants et des collectivités pour faire des énergies renouvelables, ce qui bénéficie, les revenus restent dans les territoires, par exemple. Ou il y a d'autres initiatives comme les territoires énergie positive qui sont aussi des communes rurales. Donc voilà, il y a des exemples à mettre en avant, mais on n'a pas forcément regardé spécifiquement les municipalités écolo. Oui, il y a cette question effectivement de la distance entre ce qui est dit au niveau national qui paraît très loin et qui peut être perçu juste comme des normes et son quotidien, sachant que beaucoup de gens se disent, bah, je suis moi déjà sobre, je fais déjà beaucoup de choses et donc comprennent pas forcément certaines mesures qui peuvent être voilà, ne pas être adaptées vraiment au territoire. Et donc, ça, c'est extrêmement important de faire de la politique autrement. Nous, on avait beaucoup aimé la Convention citoyenne pour le climat, qui était une expérience un peu inédite où 500 citoyens tirés au sort, donc vraiment représentatifs de la population française et ultramarine qui s'étaient rassemblés. Ils étaient vraiment pas d'accord entre eux au départ. Moi, je suivais les débats, c'était passionnant. Et ils étaient arrivés à des propositions, 150 propositions très intéressantes et qui étaient beaucoup plus du coup raccrochées au terrain puisque même avaient ces différents vécus. Malheureusement, actuellement, oui, on a cet éloignement et c'est vraiment dommage. Les entreprises, oui, alors c'est vraiment le lieu effectivement où on peut faire monter ces enjeux, hein. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a des acteurs engagés. C'est pas toujours facile. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille notamment avec la CFDT pour voir comment faire monter, cet enjeu-là, y compris au sein des CSE pour, pouvoir, s'emparer de ce sujet. Clairement oui, dans tous les cas, à toutes les échelles, c'est important d'agir et dès que c'est plus local, plus proche, c'est plus facile d'avoir un impact, qu'au niveau d'un État ou au niveau, européen ou international. Entendu, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions aussi qui reviennent sur, les enjeux liés à la santé. Il y a eu notamment une réaction quand tu parlais de la loi du plomb tout à l'heure, une personne qui demandait si finalement, la mobilisation elle est pas aussi liée, enfin aussi liée et si enfin, si ce n'est davantage lié aux inquiétudes sanitaires et une autre personne qui met en avant le fait que les enjeux de santé justement, est-ce que c'est pas finalement la clé de voûte pour convaincre, de l'importance et de l'urgence de la transition écologique? Et si oui, bah, comment est-ce que justement on crée ce lien ou du moins comment est-ce qu'on le rend peut-être plus évident qu'aujourd'hui? Alors effectivement, hein, sur la loi du plomb, enfin en tout cas sur la partie pesticides, qui est celle qui a été la plus médiatisée, parce qu'il y avait d'autres dispositions dans la loi du plomb, mais sur la partie pesticides, je pense qu'effectivement, hein, c'est bien l'enjeu santé qui a été le facteur premier d'opposition à cette loi pour une grande partie, enfin, pour beaucoup de Français, parce qu'il y avait cette inquiétude par rapport à l'impact des pesticides sur les personnes qui habitent près des champs et également par rapport à l'alimentation. Donc je pense qu'effectivement, c'est clair. Et pour nous, c'est une clé, effectivement, quand on... Alors ça fait partie des changements qu'on essaye d'adopter aux actions climat. On est spécialiste du climat, mais clairement, comme on veut que le sujet soit aussi perçu par des gens, enfin nous, on rencontre des décideurs politiques. Quand on va voir certains décideurs politiques, le climat, c'est pas forcément leur tasse de thé. Donc, on va pouvoir aussi rentrer par la question de la santé, parce que si on parle climat, on parle forcément santé. Alors, on fait beaucoup sur la question de l'alimentation.
Parce qu'en ce moment, il y a, alors c'est un document un peu technique, mais il y a une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat qui va déterminer un peu les orientations de politique publique sur l'alimentation. Et dedans, effectivement, il y a des questions à la fois de climat, de santé, de nutrition. Et donc, on a travaillé avec beaucoup d'acteurs de la santé et ensemble, on a porté des propositions, communes parce qu'en fait, bah, mon ce que je disais sur l'alimentation plus équilibrée, plus végétale, avec, moins de protéines animales et évidemment on produit de manière plus durable, bah, c'est meilleur pour la santé. Il y a des études qui avaient montré qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie. Alors c'est pas le seul sujet, hein, sur la santé, il y a aussi les aliments ultra transformés et cetera, mais en tout cas, on arrive à travailler ensemble, à faire des tribunes ensemble, à rencontrer les décideurs politiques ensemble et on voit que ça a beaucoup plus d'impact que si on y allait seulement en tant qu'acteur du climat. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi sur d'autres enjeux, sur la qualité de l'air ou sur, l'eau par exemple qui est aussi un enjeu crucial. Entendu. Merci beaucoup. Je pense que ce sera potentiellement la dernière question. Il y a eu plusieurs interrogations sur les normes. Donc on sait qu'elles sont politiquement pas mal critiquées et en même temps, justement, il y a quelqu'un qui se demande si c'est pas, la solution de mettre, les normes écologiques peut-être un peu plus haut encore dans la hiérarchie pour faire en sorte finalement qu'il y ait une obligation, des résultats et citer, la Convention européenne des droits de l'homme, qui fête, c'est je ne sais plus combien d'années, mais en tout cas qui est a priori porteuse, de pas mal, de mesures en interne et qui serait aujourd'hui moins discutée que, les normes climatiques. Et il y a quelqu'un d'autre justement qui réagit, sur, les différentes normes qui ont été mises en place récemment et suite à la convention, citoyenne sur le climat et donc qui dit: «Bah, on a quand même eu les ZAN, les ZFE, 75 ans, convention européenne des droits de l'homme». Merci Guillaume. Donc ZFE, l'interdiction des locations des logements mal isolés et cetera. Il y a quand même toutes ces normes-là qui portent leurs fruits et qui dit comment est-ce qu'on explique finalement qu'on a l'impression que ça n'avance pas alors que ça avance malgré tout? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être différemment pour que les uns les autres on ait une perception et les unes les autres on ait une perception différente et peut-être bah, qu'on accélère ces mouvements-là? Alors effectivement, il y a eu quelques normes, qui ont été mises en place. Il y a, le ZAN. Alors le ZAN et zéro artificialisation nette qui est un objectif, hein, donc c'est pas une norme tout de suite, mais c'est un cap. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'exceptions qui ont été, intégrées ensuite, où on dit: «Ah oui, mais si c'est de l'industrie, alors quand même l'industrie c'est important, donc on va, tant pis exclure ça de l'objectif» et voilà et on ouvre la porte finalement à des tas d'exclusions et l'objectif à la fin, il risque de ne plus être, réellement, existant. Les ZFE, alors les ZFE, c'est les zones à faible émission, c'était un vrai sujet de enfin, pour nous, c'était un sujet compliqué parce que à la fois, c'est important, de réduire, enfin, la présence des véhicules les plus polluants, notamment dans les villes parce que c'est il y a vraiment une question de qualité de l'air et de dizaines de milliers de décès précoces donc c'est quand même important. Et à la fois, le gouvernement, il a coupé des aides, comme l'aide à la conversion qui permettait à des ménages aux bas revenus d'acheter un véhicule d'occasion parce qu'ils ont absolument pas les moyens d'acheter un véhicule neuf qui était moins polluant. Donc en fait, on ne peut pas à la fois imposer quelque chose et pas donner les moyens à ceux qui, surtout les plus pauvres, de ne pas avoir accès aux solutions. Donc c'est là où une norme, ça marche si elle s'accompagne des mesures pour la mettre en œuvre. Et sur l'obligation de rénovation des bâtiments, oui, ça marche, mais ça concerne uniquement les locations, enfin les bâtiments qui sont en location. C'est pas les bâtiments où on habite soi-même. Donc ça n'embarque pas tout. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un secrétariat général à la planification écologique à Matignon qui avait fait des propositions qui ont été reprises récemment par Bercy dans une stratégie pluriannuelle où vous allez voir, il y a beaucoup de stratégies sur le financement sur le financement de la transition écologique et qui dit qu'en fait, ce qui est important, et là je ne vais pas parler de normes, mais de financement, et il y a un lien, c'est que les financements publics pour la transition écologique, que ce soit pour aider les communes, la rénovation des bâtiments, les logements, la mobilité, etc., ce qui est important, c'est de les flécher vers, d'une part, ce qui n'est pas rentable. Donc, par exemple, les transports collectifs, c'est une rentabilité très très longue, donc s'il n'y a pas de soutien public, ça ne se fera pas.
et vers les acteurs qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas le faire en fait, donc les ménages, les moins aisés. Ce qui n'était pas le cas avant. La rénovation des logements, avant, bah, c'était essentiellement les ménages aisés qui avaient droit à des crédits d'impôt et qui pouvaient payer le reste à charge. Bah, les autres, comme ils n'avaient pas le premier euro à mettre, ça ne fonctionnait pas. Ça commence à être un peu plus fléché avec ma prime rénov', mais c'est vraiment une orientation qui est générale. Et par contre, ce qu'ils disent aussi, c'est parce que les finances publiques, ben, voilà, il faut les limiter, les dépenses. C'est que tout ce qui est faisable par les acteurs privés, que ça soit les entreprises ou les ménages, parce qu'ils ont les moyens de le faire, là, il faut une réglementation. Pour justement dire: «Bah, c'est ça, en fait, vous n'avez pas le choix, vous devez, absolument isoler votre logement ou vous devez, si vous êtes une entreprise, p suivre les trajectoires de la planification écologique». Donc heu, donc oui, ça c'est tout un ensemble de politiques publiques, du coup, à la fois, financières et de réglementation, hein, qu'il faut mettre en place et surtout un suivi parce qu'actuellement, on a une planification écologique qui n'est toujours pas actée. On n'a toujours pas ce qu'on appelle une stratégie nationale bas carbone. J'en ai encore une nouvelle stratégie, mais c'est quelque chose qui donne les budgets carbone qui ne doivent pas être dépassés chaque année. Et malheureusement, les résultats ne sont pas là. Et donc, si on n'a pas de cap fixé, bah, malheureusement, derrière, les politiques ne sont pas mis en cohérence. Donc, il faut un cap qui soit fixé au niveau national et il faut tous les ans que l'État et les acteurs regardent où on en est et si on n'est pas sur la bonne trajectoire, que des mesures soient mises en place supplémentaires pour se remettre sur la bonne trajectoire. Pour l'instant, ce pilotage-là de l'action publique, il est malheureusement absent. Très intéressant, merci beaucoup Anne. J question bonus, est-ce que tu peux juste nous redonner la source, que tu viens de citer là justement, sur, ce changement de stratégie? On finance, ce qui peut, pas se financer tout seul et on crée des normes quand c'est finançable et faisable, sans Alors, il faut regarder, ça s'appelle la SPAFT. Je pourrais, bah, te transmettre le lien, ouais, Lisa, je veux mais bien. si vous faites un moteur de recherche SPAFT, SPAFTE pour, stratégie pluriannuelle, ils ont mis le A, du financement de la transition écologique, vous trouverez ce document, c'est le numéro 2, hein, c'est la deuxième fois qu'ils le font l'exercice, donc il faut bien prendre la deuxième SPAFT, la première avait été faite l'année dernière. Super, bah, merci beaucoup et je remettrai le lien comme ça avec, le replay, le rapport, du RAC, vous aurez tout, par mail. Voilà. Merci beaucoup Anne, c'était, très intéressant et d'ailleurs c'est pas que moi qui le dis, il y a plein d'autres personnes qui le disent, dans le chat, donc je fais un merci groupé. Voilà. Merci à vous, Merci encore, à bientôt, au revoir. bonne journée, au Bonne revoir. journée.